Toutes les grandes villes modernes comportent des sites comme celui-ci, très marqués par la présence de l'homme, minéralisés, dégradés, dans lequel on a atteint presque un point de non-retour s'il s'agissait de le reconstituer. Il y a longtemps que les écologistes avertissaient les gens sur les dangers qu'on faisait courir à l'environnement. On parlait d'espèces en voie de disparition et même déjà disparues, hein. Mais ce discours ne prenait pas, si on veut, n'arrêtait pas la conscience mondiale. Qu'est-ce qui a déclenché, à partir des années 70, au contraire, tout d'un coup, une préoccupation globale sur l'écologie? C'est, on pourrait imaginer, en fait, peut-être un accident de centrale nucléaire qui saute ou quelque chose comme ça, mais on pourrait imaginer d'autres hypothèses que ça, et en particulier le grand cosmologue anglais, Fred Hoyle, disait que pour lui, ce qui avait déclenché cette conscience écologique, c'est une image. Et évidemment, en histoire de l'art, moi, ça va toujours frapper cette idée-là, qu'une image puisse avoir changé, enfin, la conscience des gens. Et cette image, vous la connaissez, vous l'avez tous vue, c'est l'image de la Terre vue de la Lune. Hein? Quand on a fait ces voyages avec Apollo, disons, on a pu obtenir cette image de la Terre isolée sur le fond cosmique, cette espèce de bulle bleue qui flotte comme ça dans le noir de la nuit. Et cette image, évidemment, on s'est rendu compte que la Terre est petite, qu'elle est isolée, qu'elle est menacée, et que donc cet habitat précieux, il faut aussi s'en occuper parce qu'il est fragile. D'ailleurs, le mot fragile, c'est le mot qu'a employé l'astronaute lui-même, qui a pris ces photos, qui est John Collins, quand il dit, si jamais je voulais utiliser un seul mot pour décrire l'impression que la Terre, vue de la Lune comme ça, me faisait, je dirais pas sa couleur, pas sa forme, mais sa fragilité. Hein? Alors, la minute où on a pris conscience de ça, évidemment, on peut dire que la conscience écologique moderne s'est développée. Et évidemment, ça a eu un reflet ou un impact, si vous voulez, sur les arts. Cette conscience écologique, on va la retrouver chez les artistes américains qu'on a qualifiés, enfin, de land artists, c'est-à-dire des artistes qui sont occupés vraiment de situer leurs œuvres sur la terre, dans le terrain. Et le plus important, en fait, sur lequel nous allons insister spécialement, c'est Robert Smithson. Alors, la voilà donc, cette fameuse photo de la Terre vue de la Lune. Ce que vous voyez au premier plan, justement, c'est la Lune. Et dans le fond, cette boule bleutée, enfin, qui avait donc fait l'admiration des astronautes, enfin, quand ils ont pu voir ce spectacle. C'est d'ailleurs une photo absolument extraordinaire et qui souligne bien cette fragilité, disons, de notre planète, hein, isolée dans la nuit cosmique de cette façon-là. Pourquoi la Terre paraît-elle si fragile? Hein? Collins posait la question, mais sans lui répondre, il la faisait de façon un petit peu rhétorique, si on veut, mais la réponse est connue. On sait, on peut, disons, à partir de la science contemporaine, répondre par un seul mot, d'ailleurs, l'entropie. Hein? C'est ça qui est l'explication de cet aspect fragile de la Terre. De quoi s'agit-il quand on parle d'entropie? Alors, il faut imaginer n'importe quel système isolé, clos, si vous voulez. Alors, ça peut être un système fait avec des particules, ça peut être un système fait avec de l'énergie, enfin, j'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais ce qu'il faut voir, c'est cette tendance de tout système clos à aller vers une homogénéisation plus grande, à aller vers, je dirais, de plus en plus de désordre et de chaos, et finalement dans une espèce d'équilibre qui est proche de la mort, d'une certaine façon. Hein? Alors, vous imaginez un système dans lequel, au départ, on a de l'hétérogénéité, par exemple, on a plusieurs éléments, tous différents, qui vont aller vers le même, peu à peu. Hein? Ce qui était d'abord donné comme très varié, va aller vers l'identité. Ce qui était donné comme en déséquilibre, comme en tension, en conflit, va aller au contraire vers le repos, vers l'équilibre. Alors, cette tendance vers le repos, vers l'équilibre, vers la répétition, si on veut, c'est ce qu'on appelle l'entropie, justement. Alors, ce phénomène-là, évidemment, il touche tout l'univers, enfin, et on peut dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, enfin, l'entropie va l'emporter. Robert Smithson, qui a beaucoup, disons, réfléchi sur l'écologie, sur le danger, évidemment, que nos interventions humaines fassent altérer, finalement, fassent changer tellement notre environnement qu'on arrive à des points un peu irréversibles, s'est interrogé aussi sur ce phénomène d'entropie, bien sûr, et nous a proposé une espèce d'expérience, je dirais, minimale pour comprendre de quoi il s'agit. Il dit, imaginez, par exemple, que vous auriez
deux séries de sable, comme ici. Enfin, vous auriez un sable noir et un sable blanc qui seraient côte à côte et vous demanderiez, donc ça pourrait être comme un carré de sable, vous demanderiez à un enfant de courir un peu dans le sens des aiguilles d'une montre dans cet espace-là. Et alors, s'il se met à se déplacer comme ça, ce qu'on va obtenir peu à peu, évidemment, c'est que les deux couleurs vont se mêler, hein? Et on va avoir peut-être, en fait, si je le faisais indéfiniment, on aurait une espèce de teinte grise. Et alors, la question à se poser, c'est se demander, si on demande à l'enfant maintenant de courir dans l'autre sens, au lieu de suivre le sens des aiguilles d'une montre, d'aller contre le sens des aiguilles d'une montre, est-ce qu'on va rétablir nos deux carrés de départ? Alors, bien sûr que si je fais ça maintenant dans l'autre sens, j'obtiens encore plus de gris, si on veut, que j'en avais au départ, et je ne retrouve pas, bien sûr, mes deux rectangles noirs et blancs côte à côte. Hein. Alors, donc, on a affaire, évidemment, à un phénomène d'entropie qui est un phénomène, donc, tout à fait classique, là, si on veut, de phénomène irréversible. Ce n'est pas parce que j'essaie de défaire ce que j'ai fait en changeant l'orientation de mon mouvement que j'obtiens enfin l'ordre ou l'harmonie ou l'équilibre que j'avais avant. Hein. Au contraire, on s'en va de plus en plus vers de plus en plus de gris, des particules, si vous voulez, de plus en plus mêlées. En cet exemple-là, d'ailleurs, on pourrait imaginer que les grains de sable noir ou de sable blanc sont comme des particules. Hein. Et alors, donc, ça pourrait s'appliquer dans ce domaine-là. Mais si vous pensez en termes d'énergie, c'est la même chose. Supposez que vous auriez un fer chaud et un bout de glace, hein, et que vous placez le fer chaud sur la glace. Bon, alors l'énergie, la chaleur qui est dans le fer chaud va passer dans la glace. Vous allez obtenir quoi? Bien, le fer va refroidir et la glace va fondre. Hein? Et si vous attendez, afin que de retrouver votre glace et votre fer chaud, après que vous avez fait ça, évidemment, bien sûr que c'est irréversible. C'est-à-dire que la seule façon pour revenir à la chaleur, puis pour revenir éventuellement aussi à la glace, c'est qu'il faudrait faire intervenir de l'énergie hors du système. Hein? C'est pour ça que je disais au début, la notion d'entropie s'adresse essentiellement à un système clos, un système isolé. Si le système est isolé, bien sûr, là, il va aller en entropie de plus en plus grande, il va se dégrader, il va aller vers l'uniformité. Ce qui était chaud et froid va devenir tiède, si vous voulez, les deux vont devenir de chaleur égale. Par contre, si vous voulez rétablir la chaleur, bien, il faut réchauffer le fer, puis si vous voulez avoir de la glace, bien, il faut enlever de l'énergie pour retrouver la glace qu'on avait au départ. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le système sur l'extérieur, puis là, bien, on peut rétablir l'ordre qu'on avait au départ. Hein. Alors, c'est dans ce sens-là que l'entropie explique la fragilité de la planète Terre. Hein. La planète telle qu'elle est, telle qu'on la connaît, disons, est à entropie faible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ordre, il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a beaucoup de divers éléments en ce moment, plusieurs espèces animales, plusieurs espèces végétales, etc. Mais cet ordre et cette harmonie, enfin, qui fait notre admiration, disons, est fragile. Il est menacé par justement toutes ces tendances vers le désordre, vers le chaos, vers le repos, et ça va finir par l'emporter. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est fragile, c'est parce qu'on sent que cet ordre magnifique, enfin, qui fait l'admiration de tout le monde, bien, il est menacé par l'entropie, enfin, qui va finir par l'emporter. Alors, donc, c'est un peu, en fait, ce que Smithson essayait d'illustrer avec son expérience. Il y a un phénomène qui paraît faire échec à l'entropie sur la Terre, c'est le phénomène de la vie. Hein? Mais la vie n'est possible justement que parce qu'on ouvre le système sur autre chose que lui-même. Hein? Par exemple, il faut de l'oxygène pour respirer, il faut de la nourriture pour survivre, etc. Alors, les êtres vivants ne se maintiennent dans l'existence qu'à la condition, évidemment, de recevoir de l'extérieur beaucoup d'éléments. Et alors, eux, pendant un certain temps, disons, ils vont résister à l'entropie jusqu'à ce que la mort arrive, mais ce n'est qu'à la condition, évidemment, de s'ouvrir sur l'extérieur et là, bien, de faire de plus en plus, j'allais dire presque de gaspillage comme ça à l'extérieur. Hein. Comment symboliser ce phénomène de l'entropie? Vous comprenez que pour des peintres, c'était l'aspect le plus important, ça, éventuellement, c'est comment visualiser le phénomène. Et alors, souvent, vous allez voir, en particulier, Smithson a eu recours à un symbole simple, enfin, qui est celui de la spirale. Hein. La spirale est évidemment, disons, une forme qui a la particularité, si vous voulez, tout en se développant, enfin de s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur. Autrement dit, la partie ici qui est au centre, ne peut vraiment fermer ou s'enserrer, si vous voulez, qu'à la condition que la spirale se développe en s'ouvrant de plus en plus vers l'extérieur. Hein. Ce n'est pas
un système clos comme un cercle. Hein. Si vous aviez donc un système cyclique complètement qui revient toujours sur ses pas, bon, on pourrait parler d'un cercle. Mais un système écologique anthropique qui est irréversible, ben, c'est plus facile, enfin, ça va mieux de le symboliser, si vous voulez, par une spirale. Et on va retrouver donc ce schème-là de la spirale dans plusieurs des œuvres de Smithson. Hein. La première que je voulais vous montrer, c'est un projet, c'est une maquette qui finalement n'a jamais été réalisée et que Smithson avait prévu pour un aéroport près de Dallas et de Fort Worth, là, au Texas. Hein. Et donc, il était impliqué, en fait, dans ce projet depuis un certain temps, tout ça. Et là, il avait proposé, ensemble, de poser au sol d'immenses plaques, enfin, même, il pensait à des miroirs au début, qui iraient comme ça en forme de spirale, et que, évidemment, une œuvre comme ça, vous ne pourriez la voir qu'en avion. Mais en descendant, enfin, en avion, près de l'aéroport, vous auriez vu, comme ça, cette spirale au sol. Hein. Alors, pourquoi la spirale dans un contexte comme ça? Évidemment, c'est parce qu'il y a un lieu qui est dur pour l'écologie, c'est bien l'aéroport. Enfin, n'importe qui d'entre vous qui aurait récemment fait des voyages, puis avait regardé un petit peu par la fenêtre quand on décolle, on voit bien qu'est-ce qu'il y a autour d'un aéroport. C'est des champs plus ou moins qui résistent plus ou moins. Il y a quelques animaux qui profitent de ça un peu, de l'isolement dans lequel ils sont, mais le bruit, tout, en fait, l'essence, etc., c'est un horrible environnement, si on veut, qui est tout à fait, alors, qui s'en va vers l'entropie, justement, vers l'horizontalité, vers la destruction et vers le chaos, autant qu'on veut. Hein. Alors, donc, de mettre cette spirale, cette forme qui ne se développe qu'en serrant de plus en plus, qui n'arrive à fermer qu'à la condition de rester ouverte, c'était une façon, ensemble, de souligner cette chose-là. Malheureusement, enfin, le projet n'a pas eu lieu, n'a pas été exécuté, mais c'est que déjà, enfin, en somme, au moment où il est encore au stage de faire des maquettes ou des choses comme ça, on peut dire que Smithson pensait à ce thème de la spirale. Hein. La deuxième œuvre que je voulais vous présenter de lui ressemble davantage, j'allais dire presque à une espèce de modèle qu'on utiliserait en classe de géologie. Vous savez, ça fait allusion à ce phénomène qu'on appelle la tectonique des plaques, hein, la dérive des continents, si vous voulez. Et en particulier, on utilise cette idée-là, en fait, des strates, là, comme on va voir dans l'œuvre de Smithson, pour expliquer la construction des montagnes, l'orogénèse, en fait, la façon dont les montagnes sont faites. Alors, il faut imaginer que vous auriez deux plaques tectoniques qui s'avancent l'une vers l'autre, et il y en a une qui, quand les deux plaques se rejoignent, il y en a une qui subit une subduction, c'est-à-dire qui est entraînée vers l'intérieur de la Terre. Et là, évidemment, plus elle descend, plus elle chauffe. Et alors, celle qui est dessus se trouve comme ça à remonter un peu. Et alors, donc, à la rencontre des deux plaques tectoniques, si on veut, on voit donc ce phénomène des montagnes qui se mettent à se construire. Mais dès que les montagnes sont construites aussi, l'érosion, les tensions créent des failles là-dedans et ils ont tendance à s'affaisser. Alors, c'est exactement la chose, disons, c'est ce phénomène-là en particulier que Smithson a voulu représenter dans cette œuvre-là, qui est faite avec du métal et qui représente à la fois donc ce mouvement de montée, l'orogénèse, si vous voulez, l'ordre, la structure qui se forme, puis en même temps les failles qui font que l'œuvre est en train aussi de se dégrader ou de retomber, disons, à l'horizontale. C'est-à-dire donc la victoire un peu de l'entropie sur la construction, si on veut. Alors, c'est toujours la même bataille entre ce qui est structure d'une part, puis ce qui est au contraire destruction de la structure, aplanissement, puis éventuellement l'horizontalité. Enfin, en perspective anthropique, on s'en va vers, justement, le tout pareil, le chaos, l'horizontalité. On n'a plus, donc, ces différences et ces hétérogénéités. Enfin, c'est ça qui est un peu ce qui va arriver. Et là, donc, de ces deux œuvres, Smithson va plutôt exploiter, disons, les ressources de la première, c'est-à-dire les ressources de la spirale. Mais avant d'en venir à ça, qui est son œuvre majeure, Spiral Jetty, je voulais vous montrer une autre œuvre plus bizarre un peu et qui me permet de faire un peu le lien avec mon introduction. C'est Asphalt Rundown. Hein? De quoi s'agit-il? Alors, c'est une chose que Smithson a fait près de Rome, dans une carrière abandonnée. Alors, c'est pour ça que ça me faisait un peu penser à notre carrière Miron, à nous autres, ici, au Canada. Mais, disons, c'est une carrière abandonnée qui, près de Rome, où on a
ont exploité pendant des années, enfin, le sable et la terre qui étaient là. Et là, l'œuvre de Smithson consistait en ceci, d'apporter en haut de la colline des camions pleins d'asphalte et de laisser couler l'asphalte sur la surface, enfin sur la face de la falaise, comme ça. Et d'où alors le titre Asphalt Rundown. Hein? Alors là, il dit pourquoi il faisait ça, quelle était l'intention. C'est que d'une certaine façon, ces sites-là, très dégradés, très minéralisés comme ça, sont soumis à une érosion très forte. Hein? Dès qu'il pleut là-dedans, la terre s'écroule, puis alors on pourrait dire que plus ça va aller, plus l'érosion va gagner sur ces sites qui sont déjà très attaqués par l'homme, hein? Qui sont déjà très fragiles, si on veut. En scellant avec son asphalte comme ça une partie de la colline, ben, il se trouvait en somme à faire résister au moins cette partie-là à toute, enfin à l'érosion. Pendant un bout de temps, on peut dire peut-être pendant quelques siècles, l'asphalte va sceller la falaise à cet endroit-là, puis ben, ça va peut-être s'effriter de chaque côté, mais là, ça va résister un peu plus longtemps. Hein. Alors, comme si l'œuvre avait comme destination de résister à l'entropie, en fait, de sauver comme ça, au moins pour un temps, limité, ben, en tout cas pour un temps, la dégradation du site. Hein. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, Smithson espérait que l'intervention de l'artiste dans un site comme ça crée un certain intérêt, recycle en somme ces sites qui sont abandonnés, qui n'ont plus d'intérêt pour personne, recycle ces sites-là un peu comme des parcs. Enfin, les gens viendraient voir l'œuvre de Smithson. Peut-être que vous allez me dire que son Asphalt Rundown, c'est pas la chose la plus excitante à voir, mais en tout cas, de toute façon, un peu l'intention, c'était ça, c'était d'assurer une espèce de recyclage de ces sites qui, autrement, en fait, serait une pure perte, si vous voulez, hein, et de les recycler par l'intervention de l'artiste, donc par l'œuvre d'art. Hein. Mais l'œuvre qui remonte ça le plus, ou qui est peut-être le chef-d'œuvre de Smithson, c'est justement l'œuvre que j'annonçais tout à l'heure, Spiral Jetty. Comme son nom l'indique, Spiral Jetty est un quai, en fait, hein, qui a été construit dans le grand lac salé, là, le Salt Lake, là, qui est dans l'État de Utah, enfin dans l'ouest des États-Unis. C'est un endroit, donc, d'un point de vue écologique, qui est tout à fait particulier, puisque ce lac s'appelle comme ça, le Grand Lac Salé, précisément parce qu'il y a une concentration de sel telle dans ça que vous n'avez pas d'animaux, il n'y a pas de poissons qui peuvent vivre là. D'ailleurs, le lac lui-même est assez peu profond. Hein, il est en train, c'est comme on a l'impression d'un bassin qui est en train de se dessécher complètement. Alors ça, pour la perspective que Smithson voulait prendre, c'est un élément intéressant. Enfin, disons que voilà un site qui est déjà, à caractère anthropique très, très marqué. Et l'intervention de l'œuvre d'art là-dedans va être une façon de le recycler, de le sauver, en somme, pour le public, pour en faire une espèce de parc, si on veut. La jetée elle-même, consiste en un remblai de pierres, si on veut, qui ont été apportés là, d'ailleurs, par camion. Vous comprenez bien que c'est pas Smithson seul qui a pu faire ça. Ça a environ, disons, 3 mètres de large. Ça mesure en tout, là, si vous parcouriez toute la jetée, jusqu'à un demi-kilomètre de long. Et ça supposait quelque chose comme, si je me souviens, là, 6500 tonnes de pierres qui ont été comme ça apportées par camion. Il a d'ailleurs fallu que Smithson convainque une compagnie, en particulier de camionneurs. C'était une compagnie qui habituellement faisait des routes et de l'asphalte du coin, de faire un peu ce projet-là. Et pour eux, ben, ils étaient habitués à faire éventuellement des quais comme ça pour les bateaux. Alors, ils ont dit, bon, ça va, ça, on sait déjà faire un quai, mais on n'a jamais fait un quai en forme de spirale et que peut-être, donc, ça va être intéressant comme défi, si on veut, pour nos camionneurs, d'être capable de procéder à cette œuvre-là. Et vous comprenez, évidemment, pour les camionneurs, c'est une œuvre difficile parce que la largeur de l'œuvre, c'est à peu près un petit peu plus large que le camion lui-même. Alors, il faut qu'ils arrivent, par en arrière, déchargent leurs pierres, ensuite aplanissent ça un peu, reviennent, puis plus ils avancent, évidemment, plus ça devient compliqué parce qu'à la fin, il faut qu'ils tournent et qu'ils fassent justement cette forme de spirale. Alors, il paraît d'ailleurs que les camionneurs étaient particulièrement fiers de leur œuvre et amenaient leur famille, comme ça, en fin de semaine, voir où ils en étaient rendus. Et d'ailleurs, en ce sens-là, on peut dire que Smithson avait un peu réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il avait recyclé le cycle, les gens venaient le visiter.
Si vous êtes au niveau du sol, c'est-à-dire si vous voyez l'œuvre vraiment en marchant dessus, là, vous avez une expérience tout à fait différente parce que on voit les gros blocs de pierre, etc., avec lesquels c'est fait. Et le Grand Lac Salé est tellement vaste, puis surtout tellement brumeux, hein, il y a une vapeur qui monte de ça continuellement, qu'on voit presque pas, disons, la rive au loin. Alors, en marchant sur l'œuvre, on a l'impression d'être au milieu du rien, si vous voulez. C'est comme vide tout autour, puis on a juste ces grosses pierres qui avancent terriblement. La meilleure façon, évidemment, de voir l'œuvre, c'est par avion, j'allais dire, c'est-à-dire ou par hélicoptère, si on veut. Là, on remarque très bien sa structure. Et en plus, on voit qu'avec le temps, la couleur de l'œuvre va être modifiée par l'environnement dans lequel elle se trouve. Par exemple, si vous remarquez toute cette ligne blanche là, qui entoure les pierres, c'est pas que les pierres sont blanches, c'est qu'il y a des dépôts de sel qui se font sur les pierres avec le temps, alors de plus en plus. Et en plus, il semble que l'isolement dans lequel les parties qui sont à l'intérieur de la spirale ont, même dans l'eau, là, si vous voulez, l'isolement a fait que la couleur de cette région-là s'est mise à changer. Ça devient un peu plus rougeâtre, un peu plus différente du bleu, si vous voulez, de l'environnement autour. Alors donc, on peut dire que Smithson, pour la couleur de son œuvre, utilise vraiment des processus géologiques très, très lents. Vous comprenez que ces artistes commencent à travailler je dirais, dans des perspectives temporelles qui n'ont rien à voir avec les perspectives temporelles auxquelles on est habitué et qui se rapprochent davantage du temps géologique. Hein? Parce que Spiral Jetty va probablement rester comme telle jusqu'à temps que le Grand Lac Salé s'évapore complètement et elle va changer de couleur et se modifier seulement peu à peu au cours des temps. Hein? Alors, Spiral Hill est aussi une de ces sites recyclés, si on peut dire. Ça a été fait en Hollande, près d'un endroit qui s'appelle Hemmen. Et ça consiste en deux parties. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est vraiment une espèce de cône, si on veut, renversé, une pyramide, dans lequel, alors, Smithson a tracé une spirale. Mais si vous partez du sommet et vous allez vers le sol, on pourrait dire que c'est une spirale qui est bloquée dans son cours par le sol, justement. Et donc, dans la perspective où lui s'est placé, c'est-à-dire que, comme la spirale veut dire l'entropie, bien, une spirale renversée, enfin, puis plus on approche du sol qui finit par s'arrêter au sol, bon, on pourrait dire que c'est une entropie aussi qui est bloquée d'une certaine façon. Et dans le même endroit, il y avait une espèce de petit étang là, qui se trouvait là. Et tout près, donc, de cette colline renversée, si on peut dire, en fait, cette spirale qui est bloquée, vous aviez alors l'autre partie qu'il appelle Broken Circle et qui est en somme aussi là un cercle, simplement, mais ouvert et fait en négatif et en positif, si on veut. Alors, exactement au même endroit, tout près de la colline qu'on vient de voir. Et là, un peu, ben, le symbolisme, si vous voulez, c'est que quand je vous disais que l'entreprise ne fonctionne que dans un espace clos, ou dans un système clos plutôt, ben, si vous ouvrez le système, évidemment, vous résistez à l'entropie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus près, disons, de l'idée d'un système clos qu'un cercle, justement, disons, quelque chose qui serait cyclique, en fait, qui tourne comme ça. Alors, vous ouvrez le cercle, et donc là aussi, vous mettez en question l'entropie. Alors, donc, ces deux œuvres qui sont côte à côte, qui n'en font qu'une, si vous voulez, ont un peu, j'allais dire, un peu le même message l'une et l'autre. Enfin, c'est comme si Smithson, dans ce site en particulier, essayait de résister à l'entropie. Et effectivement, Hemmen, c'est devenu un parc où les gens vont faire des pique-niques. Enfin, c'est devenu vraiment ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire, c'est une ancienne carrière démolie qui maintenant sert de parc, enfin, qui a été recyclée de façon utile, hein, pour un certain temps. La dernière œuvre de Smithson n'a pas été faite par lui, malheureusement. C'est qu'au moment où il préparait, où il cherchait le terrain sur lequel cette œuvre-là devait se faire, en 1973, il a fait un accident d'avion. Enfin, il était dans un petit avion, un petit Cessna, qui parcourait donc au-dessus de ce paysage, et une distraction de pilote, ou je ne sais pas quoi, ou de question des problèmes mécaniques. Son avion a tombé et Smithson s'est tué de cette façon-là. Par contre, ses amis et sa femme en particulier, d'ailleurs sa femme, je vous l'ai déjà présentée, c'est Nancy Holt. Vous vous souvenez, à la fin de la dernière émission, je vous avais montré son fameux Sun Tunnel. Hein? Alors ça, c'est la femme de Smithson. Et donc, après sa mort, elle et quelques-uns de ses amis, dont le sculpteur en particulier Richard Serra, se sont décidés à exécuter cette œuvre-là que lui n'a pas eu le temps de faire et qui s'appelle donc Amarillo Ramp.
C'est Amarillo, c'est le nom de l'endroit près duquel se trouve cette œuvre-là. Et au fond, c'est une espèce de spirale ascendante, hein, si on part au niveau du sol, et au fur et à mesure où on avance, on est de plus en plus haut, si on veut. Alors, ça a été fait aussi, évidemment, comme toutes ces œuvres-là, avec du camion, puis des bulldozers et tout ce qu'on voudra. Et alors, on finit par se détacher du sol et être assez élevé au-dessus du sol. Alors, là aussi, une spirale ascendante, ben, c'est un peu une spirale anti-anthropique, si on veut, puisque ce mouvement-là, enfin, s'il continuait à se déplacer, enfin, il irait contre les lois de la gravité en particulier. Hein? Alors, dans ce sens-là aussi, enfin, c'est comme un dernier hommage aux idées de Smithson qu'on a fini, comme ça, par exécuter en son honneur. Alors, toutes ces œuvres de Smithson et d'autres un peu analogues que nous allons voir au cours de cette émission ont été désignées comme du land art, c'est-à-dire donc l'art fait à partir de la terre, si on veut, fait à partir du sol, ou encore earthworks, hein, des travaux de terre. C'était des termes qui existaient déjà, si vous voulez, dans le vocabulaire, mais dans le vocabulaire des archéologues. Ça désignait, enfin, toutes ces cultures qui ont fait des tumulus, comme par exemple dans la région du Mississippi, vous aviez cette représentation, en somme, d'un espèce de serpent mythique. On voit très bien son corps là, qui ondule en vert, hein, parce que ce qui est en blanc, évidemment, sur la photo, c'est des petits sentiers qui permettent de visiter l'endroit. Et tout à fait à droite de la photo, c'est sa tête ouverte, avec la gueule ouverte et qui tient une espèce d'œuf dans sa bouche. Alors, cette représentation d'un immense serpent, en fait, qui supposait donc là des cultures dans lesquelles on faisait intervenir beaucoup de gens à la fois et dans lesquelles, évidemment, on travaillait avec de la terre, des remblais de terre comme ça. C'est un peu, donc, comme si ces sculpteurs contemporains renouaient avec cette très, très ancienne tradition. Mais évidemment, c'est pas fait du tout dans le même esprit, comme vous comprenez bien. Les représentations anciennes de ces cultures à tumulus ont quelques rapports avec les dieux. En fait, c'est un peu comme si on faisait une œuvre d'art qui ne pourrait être vue que du haut du ciel. Hein. Alors, vous avez toutes sortes de variations à l'intérieur de ça. On voit, par exemple, ici comme une espèce d'araignée, si on veut, qui a été fait, mais qu'il faut imaginer absolument immense. Hein. Et ensuite, vous auriez des fois aussi, enfin, presque un motif d'oiseau, comme ça, et là aussi très, très grand. Hein. À la Nazca, c'est-à-dire dans les déserts qui sont dans les Andes, au Pérou, on a même trouvé alors des grandes lignes comme ça qui ont l'air des pistes d'atterrissage et qui avaient donné à quelques illuminés, là, comme Van Deniken, l'idée que ça servait aux extraterrestres pour atterrir sur la Terre. En réalité, c'est frustrer les gens de la Nazca, enfin les gens de l'époque, de leur propre œuvre d'art. Hein. C'est toujours été l'objection, moi, que je me suis fait à ces explications par les extraterrestres, c'est que c'est finalement raciste. Hein. L'implication, c'est que les Indiens qui ont fait ces œuvres-là n'étaient pas assez intelligents pour faire ça. Alors, il faut vraiment quelqu'un qui vient de l'extérieur pour le faire pour eux. Hein. Alors qu'en réalité, non, on voit maintenant que ces lignes-là sont alignées un peu sur les planètes ou sur les étoiles, si on veut, et étaient en somme des œuvres faites par les Indiens pour leur Dieu. Hein. Alors, évidemment, ces préoccupations-là sont beaucoup plus terre-à-terre chez nos artistes actuels, mais voyez un peu l'idée de changement d'échelle, en fait, d'une œuvre qui est plus faite à l'échelle humaine, mais qui est faite comme ça à l'échelle céleste, j'allais dire, ou divine. Ben, on a un peu ça quand même chez Smithson, enfin, le côté très ambitieux de ces œuvres-là. On va le voir d'ailleurs encore plus chez l'artiste que je vous présente maintenant, qui est Michael Heiser. Alors, comme Smithson, Heiser est intéressé aussi par la géologie. Souvent, ses œuvres sont situées dans des endroits désertiques un peu analogues à ceux qui avaient attiré l'attention aussi de Smithson. Par contre, je dirais que Heiser aime se poser des problèmes sur la nature même de l'œuvre d'art, et en particulier de mettre en question les paramètres les plus communs, enfin, qu'on entretient à propos de l'œuvre d'art. Comme par exemple, enfin, cette notion d'échelle. On pourrait dire que toute œuvre faite par l'homme est un peu faite aussi à l'échelle humaine. Mais si vous remplacez cette notion d'échelle par une notion beaucoup plus brutale, la notion de dimension, c'est-à-dire que donc là, il n'y a plus de référence forcément à l'échelle humaine, à l'homme, là, vous obtenez tout d'un coup toutes sortes d'autres œuvres, comme par exemple, en fait, dans cette œuvre qu'il a fait dans le désert de Nevada, et qui consiste simplement à creuser des tranchées comme ça en les orientant de différentes façons, à même le sol du désert. Là, on perd un peu la notion d'échelle humaine, enfin, on ne voit pas bien quelle est la dimension de ces choses-là. Ils peuvent être à la fois immenses
immenses ou très petits. Dans ce cas-ci, ils sont relativement petits. En fait, c'est à peu près 12 pieds de long. Et vous remarquez aussi qu'il y a un autre paramètre ici qui saute. C'est l'idée, évidemment, qu'une œuvre d'art est forcément quelque chose de plein, hein, comme un bloc ou un objet qu'on met sur un socle, etc. Là, au contraire, vous avez une œuvre qui est définie comme une négation, comme un trou, finalement. Hein. Dans l'œuvre qu'il a appelée circonflexe, parce que ça a vaguement un peu la forme d'un accent circonflexe, si on veut, en fait, c'est comme ça qu'il le voyait un peu, lui, l'œuvre consisterait à isoler une masse de terre considérable, comme ça, par une tranchée qui est creusée tout autour. Là aussi, on est dans un paysage absolument étonnant, en fait, de désert. Et l'œuvre, c'est simplement ce morceau de terre qui est situé au centre, là, qui est isolé par une tranchée. Hein. Alors là aussi, Heiser joue sur modifie les paramètres habituels de l'œuvre d'art. Il la rend aussi, j'allais dire, quasi inaccessible. Hein. Alors toutes les façons de procéder, en fait, tous les rapports normaux qu'on aurait avec l'œuvre elle-même sont un peu comme repensés, au moins, en tout cas, sinon mis en question, disons, refait autrement. Hein. Mais l'œuvre la plus sensationnelle, enfin, que Heiser a fait, à mon sens, c'est une œuvre qu'il a appelée Double Negative. Hein. De quoi s'agit-il? Alors là, vous avez une vue d'avion pris de très loin, si on veut, dans laquelle, sur la gauche, vous voyez comme une espèce de ligne oblique noire là, qui traverse à la fois donc le désert qui est très blanc et qui se perd un petit peu à un endroit où on commence à voir l'érosion, en fait, ce qu'on appelle les wedges là, qui se mettent à, disons, à faire déferler l'eau sur la colline et qui se continue un peu au-delà de ça. Hein. Alors, Double Negative est intitulé de cette façon-là parce que ça consiste en une immense tranchée dans laquelle on a enlevé des tonnes et des tonnes de terre, mais qui est en deux sections. Vous avez une section qui est d'un côté de la vallée ou du wedge, si on veut, et il se poursuit de l'autre côté. Tout ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le voir d'avion, ça mesure plus d'1 mille de long. Hein? Et la tranchée elle-même est très profonde. J'ai ici d'ailleurs quelques photos qui vont vous donner une idée de l'échelle de cette œuvre-là, parce que, précisément, on a pris la peine aussi d'y inclure de temps à autre des personnages. Comme par exemple, ici, vous voyez, c'est Heiser lui-même, d'ailleurs, qui regarde son œuvre. C'est-à-dire, il est au-dessus d'une des tranchées et il regarde dans la direction de l'autre, puis entre les deux, on voit évidemment le reste de la colline, en fait. En fait, l'endroit où ça se trouve, ça s'appelle un mesa. La mesa, si vous voulez, c'est un mot espagnol. Ça veut dire ces plateaux recouverts d'une couche de basalte qui les a préservés de l'érosion et qui sont suivis en dessous d'une couche de calcaire. Hein. Alors donc, c'est à même cette mesa qu'il avait creusé ce double négatif. Et là, disons, des photos prises à différents niveaux. Là aussi, font apparaître des minuscules petits personnages, comme ici, par exemple. Ou encore là, peut-être que vous le voyez un peu mieux. Et là, on voit vraiment comme en enfilade les deux parties de l'œuvre. Et ici aussi, enfin, il y a un personnage minuscule, là, tout à fait dans le fond de l'image, qui est en train de grimper un peu la colline. Hein. Alors là, comme je vous le disais, on n'est plus vraiment à l'échelle humaine, on est, sinon à l'échelle des dieux, mais en tout cas à un point tel qu'on est en train de modifier les rapports habituels de l'homme avec l'œuvre. Hein. Alors, ça, Double Negative, c'est une œuvre qui a pris beaucoup de temps à faire, qui a supposé beaucoup d'organisation. Enfin, il faut des bulldozers, il fallait amener ça dans le désert. Il fallait trouver quelqu'un aussi qui subventionne l'œuvre. Dans ce sens-là, Heiser a eu une galerie qui a été, enfin, très sympathique pour lui, puisqu'ils ont subventionné l'œuvre, malgré que vous comprenez bien que ce genre d'œuvre-là ne peut pas s'apporter dans un musée. Hein? Elle ne peut pas se mettre non plus dans le contexte d'une galerie. Tout ce que le musée peut en montrer, essentiellement, c'est des photos. Hein, ou peut-être des projets, en fait, des croquis faits par Heiser avant de faire l'œuvre. Mais l'œuvre elle-même, elle est dans un site, elle est liée à ce site-là, et j'allais dire, elle défie le temps sur des périodes géologiques. Parce qu'avant que ça s'effrite, avant que ça disparaisse, il va falloir qu'il pleuve là-dessus des siècles et des siècles. Puis quand vous pensez, enfin, vous êtes en plein désert, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de pluie, justement, et donc l'œuvre risque de résister comme ça pendant des périodes d'ordre géologique. Là aussi, l'impression de dépasser l'échelle humaine qu'on avait au niveau de l'espace, vous l'avez cette fois-là aussi au niveau du temps. Hein?
L'œuvre suivante, qui consiste au contraire à une œuvre, j'allais dire, éphémère, en fait, qui a duré peut-être juste le temps d'une pluie, a été faite d'une drôle de façon puisque Heiser a utilisé une motocyclette pour dessiner des cercles comme ça sur le sol. Et ces cercles-là sont disposés sous les 4 façons qu'on pourrait avoir un cercle, 2 cercles mis en rapport l'un à l'autre. On peut avoir un cercle qui est tangentiel, en fait, qui touche juste en tangente un autre cercle. On peut en avoir un qui sectionne complètement le premier cercle, puis on peut en avoir un troisième qui est à l'intérieur du premier cercle, et finalement un autre qui est complètement détaché de ce cercle-là. Et alors, Heiser a procédé vraiment en motocyclette pour tracer au sol, comme ça, en faisant des cercles, ces différents cercles. Et évidemment, dès qu'il y a eu une pluie qui est tombée là-dessus, ça s'est effacé. Alors là, c'est presque l'inverse de double négative, dans le sens du temps impliqué par l'artiste. Puis vous remarquez aussi au passage quel curieux pinceau, en fait, pour dessiner ça, puisque là, le pinceau, c'est une motocyclette, purement et simplement. Hein. Alors là, toujours cette idée de modifier ensemble les rapports de l'homme avec l'œuvre d'art et d'insister, en fait, sur ces notions d'échelle. Parce que même ce dessin qui est fait au sol des cercles est immense, en fait, hein, puisque avec la motocyclette, il peut faire des distances beaucoup plus grandes qu'on ferait, en fait, si on faisait simplement dessiner. Hein. Avec Complex One, alors Michael Heiser revient à ses œuvres monumentales. C'est une œuvre qui suppose une démarche de la part du spectateur assez particulière. Imaginez que vous êtes dans un désert encore, parce que toujours ces œuvres-là sont situées dans des endroits quasi inaccessibles, et que vous êtes très, très loin de l'œuvre. Ce que vous voyez à une très forte distance, ça a l'air d'un panneau, en somme, d'une espèce d'œuvre d'art minimale, un grand rectangle avec une diagonale. Hein? Et quand vous vous approchez de plus en plus de l'œuvre, vous vous rendez compte que ce qui vous avait paru bidimensionnel est en fait vraiment en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont complètement détachés du fond, il y a des éléments qui sont en projection comme ça, avançant vers le spectateur. Et d'ailleurs, la grande diagonale en question que je vous signalais, elle est en fait simplement l'ombre portée d'un de ces éléments. Elle n'est pas vraiment en solide, si on veut, et forcément, elle se déplace avec le déplacement du soleil au fur et à mesure de la journée. Et plus vous avancez évidemment vers l'œuvre, plus son caractère monumental s'impose à votre attention, et à la fin, ben, on a sinon une ville, comme suggère le titre, mais certainement au moins une architecture. Hein. L'effet qu'a utilisé Heiser dans cette œuvre-là est un peu analogue à ce qu'on appelle, en fait, cette illusion d'optique célèbre qu'on appelle le triangle de Penrose. C'est 2 psychologues de la perception anglais qui s'appellent Penrose tous les 2, d'ailleurs, qui ont inventé ça. Ça a l'air d'une forme triangulaire qui est logique si vous la prenez par élément, mais qui ne fait pas de sens quand vous la regardez dans son ensemble. Et en réalité, en somme, c'est comme 3 branches à angle droit qu'on fait pivoter d'une certaine façon, de manière à ce qu'on ait l'impression tout d'un coup d'avoir vraiment une forme triangulaire. Alors, c'est un peu une illusion de ce type-là sur laquelle Heiser travaillait, enfin. Donc, une œuvre qui se donne d'abord comme peinture, ensuite comme sculpture, puis quand vous approchez finalement comme architecture. Walter Di Maria va être également convaincu qu'il faut jouer avec les paramètres de l'œuvre d'art. De même que les œuvres qu'on a vues jusqu'à présent, au fond, manifestent toujours un peu la fragilité humaine en comparé. Enfin, l'échelle n'est pas l'échelle humaine, l'inaccessibilité des œuvres, le fait aussi que ça soit situé souvent en plein désert, donc sous une chaleur épouvantable. Tout ça, enfin, souligne un peu l'élément, disons, j'allais dire, fragile du spectateur et même de l'artiste, dans ce sens-là aussi, qui est obligé de résister à toutes ces conditions-là pour faire l'œuvre. Hein. Mais avec Walter Di Maria, vous allez voir, on ajoute en plus un élément de danger. Dans Lightning Field, ça se présente d'abord à première vue comme un immense champ, d'ailleurs ça couvre des acres et des acres de terrain, simplement occupé par des grandes tiges de fer en acier inoxydable qui ont à peu près 18 pieds de haut et qui sont plantées comme ça au sol d'acre en acre. Enfin, il y en a jusqu'à une trentaine comme ça qui sont disposées. Et là, cette œuvre, qui à première vue a l'air d'une espèce d'œuvre minimale, enfin, d'un autre genre, enfin, située dans un décor un peu inhabituel, si on veut, en fait, c'est ce qu'on pense à première vue, se trouve être à un endroit, en réalité, qui est connu pour ses tempêtes électriques.
Et si vous pensez évidemment à ce qui arrive avec ces poteaux d'acier inoxydable comme ça situés, ils ont vraiment, en somme, le rôle de paratonnerre. Hein. Et alors, les éclairs tombent là-dessus à une vitesse épouvantable, évidemment, et avec une fréquence très, très grande, si bien que de construire l'œuvre a été dangereux pour l'artiste, et par ailleurs, visiter l'œuvre aussi est dangereux pour le spectateur. Hein. Alors là, Walter de Maria donc ajoute à tous ces effets, j'allais dire, de réduire l'homme à sa place, de le ramener à sa place, il ajoute aussi cet élément de danger. Hein. Il a aussi fait un travail, qui consistait à faire une espèce de dessin, c'est difficile à définir autrement parce que ça a été fait à la craie, sur le sol encore du désert, qui est souvent très, très plat, et qu'il a appelé le One Mile Drawing. Hein, ça consiste en 2 lignes tracées à la craie qui ont 12 pouces de large à peu près. Sur la photo, c'est d'ailleurs lui que vous voyez étendu au sol, là, entre les 2 lignes en question. Et ce qui les sépare, c'est à peu près une distance de 12 pieds. Et là, le dessin qui consiste dans ces 2 lignes-là a à peu près 1 mille de long. C'est-à-dire que vous avez un dessin qui est quasiment, qui est certainement non photographiable dans son entier. Parce que pour le voir en son entier, il faudrait monter très haut. Puis là, à ce moment-là, à cette distance-là du sol, vous ne verriez plus vos 2 lignes qui sont beaucoup trop minces. Si vous êtes au sol, bien là, vous allez bien voir des parties du dessin, mais vous ne pourrez pas le voir en entier. Ça, c'était une des préoccupations de Walter de Maria aussi, éventuellement, d'éviter que son œuvre soit photographiable. C'est-à-dire d'obliger le spectateur à faire une démarche analogue à la sienne, lui l'auteur, c'est-à-dire de vraiment se rendre sur place et de marcher tout le long de ce dessin, de faire toute la distance, comme lui l'avait fait pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a presque coïncidence là, dans l'acte de regarder l'œuvre avec l'acte de la faire. Hein. Alors là aussi, Walter de Maria donc, essaie de ramener ces 2 choses-là ensemble. Vous voyez, on travaille donc toujours sur, j'allais dire, les paramètres de l'œuvre d'art, mais aussi sur ses rapports avec le spectateur. Hein. Et finalement, c'est aussi Walter de Maria qui avait eu l'idée, vous allez me dire un peu saugrenu, de remplir de terre complètement une galerie d'art. Hein? Parce qu'un des aspects du land art, évidemment, c'est de contester ces espèces de tombeaux, de lieux de commerce que sont les galeries et les musées, si on veut. C'est-à-dire que c'est des endroits où les amateurs d'art vont, mais pour les land artistes, évidemment, le défi, c'était de sortir de ce système-là, d'aller présenter leurs œuvres dans le contexte réel de la nature. Hein? Alors donc, pour se moquer un peu de ça, Walter de Maria avait rempli une galerie de terre, je ne sais pas combien de tonnes qu'il avait mis là-dedans, si bien que les visiteurs qui arrivaient dans la galerie ne pouvaient pas rentrer vraiment, puisque toute la galerie était occupée par cette masse de terre. Hein. Dennis Oppenheim, qui est un autre artiste qui se rattache à la même tendance, a aussi souvent intégré cet élément un peu de danger dans ses travaux. Il a fait, par exemple, il vivait un peu à la frontière, si vous voulez, du Canada et des États-Unis, un peu dans la région de Saint John. Et là, il y a une rivière, évidemment, qui s'appelle la rivière Saint-Jean, la rivière Saint John, si vous voulez, qui passe là. Et évidemment, comme toutes les rivières dans ces régions, sont gelées pendant l'hiver. Et par exemple, il s'est promené avec une motoneige sur la rivière parce que c'est un peu, si vous voulez, l'endroit où passe la frontière entre le Canada et les États-Unis par certains endroits. Et alors, en suivant cette rivière, il se trouvait comme à matérialiser cette ligne de frontière entre les 2 pays. Évidemment, vous imaginez ce qui se passe au printemps, la glace fond, et on pourrait dire donc la frontière fond aussi, c'est-à-dire que ce qui sépare les 2 pays disparaît en même temps. Alors, il y a une espèce d'intention de faire ça. Il a fait aussi de la même façon, mais peut-être de façon beaucoup plus dangereuse, parce que là, il s'agissait de tailler à même la glace une tranchée, ou un morceau, qui correspondait aux lignes de séparation du temps. Tu sais, quand on vous dit à la radio, telle émission va avoir lieu à telle heure, sauf dans les maritimes une demi-heure plus tard, c'est qu'effectivement, dans ce coin-là, il passe un fuseau horaire, puis là, on sait exactement où il passe, il a regardé sur une carte, et là, il a donc taillé le long de ce fuseau horaire avec des scies mécaniques, là, le mot qui me vient à l'esprit, c'est chainsaw, mais vous voyez ce que je veux dire, une espèce de scie, là. Il a taillé la glace, et donc, il risque toujours, évidemment, de disparaître aussi quand la glace n'était pas assez épaisse ou fragile. Alors, il y a ce côté danger aussi dans l'œuvre d'Oppenheim. Hein. Alors, donc, chaque fois, dans toutes ces œuvres,
vous avez cet élément. Peut-être celle qui est la plus incongrue que Oppenheim a fait aussi, qu'il appelait Protection. Comme son titre l'indique, cette œuvre consiste en une bande de terrain qui est protégée, d'où le titre, par des chiens bergers allemands qui sont attachés au bout de leur chaîne, comme ça, et qui s'avancent vers cet espace qui est entre les deux et qui donc le protège. Bon, ça pourrait aller si c'était fait dans un contexte tout à fait privé, si on veut, mais Oppenheim avait installé cette œuvre-là à l'entrée même du musée d'art de Boston. C'est-à-dire, donc, tout le public habituel du musée était censé passer entre ces deux rangées de chiens plus ou moins enragés qui jappaient ou qui allaient jusqu'au bout de leur chaîne. Alors, il y avait juste l'espace, ensemble, pour défiler un à un, comme ça, entre les deux. Alors, vous allez me dire, bon, ça, c'est une œuvre un petit peu tangentielle, enfin, vraiment presque à la limite de l'art, mais on en a vu plusieurs au cours de ces émissions, là, il n'y a pas assez d'années. Avec l'œuvre que je vais présenter maintenant, et au fond presque en terminant cette série, c'est fait par l'artiste d'origine bulgare, mais qui est américain, qui s'appelle Christo. Et là, vous allez voir, c'est une œuvre alors d'une toute autre nature, d'une toute autre ampleur. Hein. Durant l'été 1970, Christo avait été l'artiste invité d'un centre d'art contemporain à Aspen, dans le Colorado. Aspen est une région très connue par les skieurs, etc. Donc, il faisait donc un peu son rôle de professeur, disons, dans ce contexte-là. Et il avait commencé, en visitant un peu les environs, à s'intéresser au fait qu'il y avait beaucoup de vallées dans ce coin-là, parce que c'est très montagneux, évidemment, et qu'il a eu l'idée un peu que ce serait fantastique si on pouvait arriver à tendre au milieu d'une vallée un tissu comme ça qui couvrirait toute la vallée, qui la boucherait d'une certaine façon, et ne serait-ce que pour un certain temps. Alors, première chose qu'il a fait, dès qu'il a eu fini donc ses cours, c'est de se promener en Land Rover dans toute la région, à peu près sur 3000 milles, si on veut, de terrain qui a été couvert comme ça avec un de ses amis. Et ils ont repéré à peu près 11 vallées où, il semble-t-il, ils pouvaient faire ce projet. Évidemment, ils ont ensuite procédé par élimination. Il n'était pas question de faire dans les 11 vallées. Et ils ont fini par choisir Rifle Gap Valley, essentiellement pour deux raisons. C'est d'abord parce que c'était pas sur territoire, disons, public. Enfin, il n'y avait pas donc trop de discussions à faire avec les pouvoirs publics, avec Washington, etc., ce qui aurait évidemment fait beaucoup de temps. Ça appartenait à quelqu'un privément et donc on pouvait trafiquer ou négocier avec lui. Et par ailleurs, en fait, c'était relativement facile d'accès, enfin, puisque on envisageait là, beaucoup d'appareillage, beaucoup d'ouvriers autour, etc. Alors donc, Rifle Gap Valley, dans le Colorado, a été choisi. Et là, il s'agissait maintenant, évidemment, d'exécuter l'œuvre et de trouver une firme qui était prête à faire un tissu aussi grand, aussi considérable, et surtout, alors, de le suspendre à des câbles d'acier assez puissants pour être capable de supporter le poids de ce tissu à travers toute la vallée. Hein. Et c'est là que Christo prend contact avec la Lev Zatlin Association, qui était une firme, si vous voulez, spécialisée dans les ponts suspendus, dans les hangars d'avions, et éventuellement qui était intéressée aussi à travailler avec du matériel comme du nylon ou des choses comme ça, pour voir, enfin, comment ça résiste au soleil, comment ça résiste à la pression du vent, etc. Donc, il réussit à les intéresser. Il leur donne, au fond, quelques conditions de départ. Il ne faut pas que le projet coûte plus de 200 000 $. Il faut qu'il soit exécutable dans un nombre assez court de jours, enfin, à peu près 45 jours, si on veut. Et il veut une soumission au début de janvier 71, enfin, pour vraiment se mettre à l'œuvre. Alors, le Lev Zatlin Corporation ou Association, si vous voulez, fait exactement ce qu'il leur avait suggéré, propose tel tissu, telle couleur, etc., qui leur paraissent tout à fait propres pour l'œuvre. Entre-temps, Christo se lance dans une campagne de financement de son projet. Et je vous raconte tout ça, évidemment, parce que ça donne une image tellement peu habituelle de l'artiste lui-même. Hein. Christo, il faut l'imaginer avec un attaché case, là, puis habillé comme un homme d'affaires, puis rencontrant des hommes d'affaires et des gens qui sont dans la politique et de l'écologie, etc. Alors, il fait tous des contacts de ce type-là. Et donc, il se présente comme tel. Et il est en train de leur vendre une idée assez folle, assez extraordinaire, enfin. Et il le fait avec tout, j'allais dire, le professionnalisme d'un homme d'affaires. Alors, donc, il se lance dans cette campagne de financement.
Et il met, si vous voulez, il crée une véritable compagnie avec des parts. Et les parts, évidemment, la garantie, si on veut, c'est ses propres œuvres. Christo, à ce moment-là, est déjà un artiste connu. Et on peut dire, ben, les gens disent, ben, c'est ça, si ça ne marche pas ou si on perd des sous, ben, on va pouvoir se récupérer, pour avoir se rembourser avec les œuvres de Christo. Alors, donc, cette campagne de financement marche. Il a aussi des appuis importants en Europe. Alors, tout ça fait qu'il ramasse à peu près les 200 000 $ dont il a besoin. L'autre partie de son travail, c'était de convaincre éventuellement les politiciens régionaux de la place de l'intérêt de ce projet-là. Parce que s'il y avait eu, évidemment, la politique régionale contre lui, bien, probablement qu'il n'aurait pas pu il n'aurait pas pu l'exécuter. Alors, il rencontre un représentant du Congrès américain au Colorado, qui est un monsieur Haspinall. Il rencontre aussi le gouverneur du Colorado, Van der Hoof, et il leur vend l'idée que non seulement ça va créer de l'emploi dans la région, son projet, mais aussi que ça peut être constitué une espèce d'attraction touristique près de Aspen et que donc ça pourrait attirer encore plus les touristes durant l'été. Parce qu'Aspen, c'est un endroit qui est visité par les skieurs l'hiver. Hein? Alors, les politiciens se laissent un peu embarquer, enfin, dans cette idée. Et tout d'un coup, alors, l'autre groupe qui commence à s'opposer à son projet, c'est les écologistes. Ils se disent, oui, c'est bien gentil, ça de tendre un immense morceau de nylon comme ça dans une vallée, mais qu'est-ce que ça va faire à l'environnement, ce truc-là? Comment ça va détruire l'environnement? Hein? Alors là, eux se posent des questions là-dessus au niveau des écologistes. Et là, disons que finalement, là aussi, Christo finit par les convaincre, c'est-à-dire que son idée, c'est que le rideau en question va projeter une ombre sur le sol, et comme on est en un endroit assez désertique, cette ombre-là va maintenir l'humidité au sol, et là, d'une certaine façon, on aura assez peu de pertes. Hein? Alors, et finalement, le 18 février 1971, en bonhomme d'affaires, si on veut, Christo lance une campagne de presse où il annonce carrément l'exécution de son projet. Alors, première chose, il s'agissait de tendre donc un fil énorme, enfin je dis un fil, mais c'est vraiment comme un câble, si on veut, qui traverse toute la vallée. Ça pèse plusieurs tonnes, ce câble-là. Il a presque 1300 pieds de long. Hein? Et alors, c'est à ce câble-là qu'il y avait peut-être un câble plus petit où devait être, en somme, suspendu le rideau lui-même. Alors, le rideau, on l'a amené sur place, on l'a développé, enfin, ça avait été donc tout préparé. Il est de couleur orange parce qu'on s'était dit que c'est de cette couleur-là qui va résister davantage au soleil puis aux intempéries, afin qu'il sera le moins transformé avec le temps. Alors là, on le suspend, comme vous voyez, à l'un des câbles, et ensuite, alors, le câble est monté, enfin, avec des poulies de chaque côté, si on veut, de manière à ce que le rideau soit vraiment dans l'espace. Et là, au moment où on arrivait enfin de voir un peu l'œuvre toute finie, là, il est arrivé la catastrophe, c'est-à-dire que le vent s'est emparé du rideau, l'a déchiré en plusieurs endroits, et plusieurs morceaux sont allés s'écraser sur les rochers environnants. Hein. Alors, on pourrait dire que l'œuvre n'a duré qu'à peine 1 heure ou 2, enfin, et qu'à son maximum, enfin, elle a duré vraiment que quelques minutes ou quelques secondes. Hein. Alors, c'était évidemment un peu décourageant pour tout cet effort qui aboutissait comme ça et qui a permis d'ailleurs de prendre vite les quelques photos que je vous montrais. Et par contre, Christo, évidemment, bon garçon, ne s'est pas découragé et a repris cette œuvre-là plus tard, enfin l'année d'après. On remontait le Curtin Valley avec des nouvelles études de résistance des matériaux, des tissus en particulier, pour qu'ils soient capables de résister à la pression du vent et de l'air dans la vallée. Et finalement, donc, le Curtin Valley a été installé comme il devait pour une saison, enfin, comme Christo l'avait voulu. Ah. Alors, son œuvre va se développer un peu toujours dans le même esprit. Il y a toutes sortes d'œuvres absolument merveilleuses de Christo, d'une certaine façon, et qui posent toujours des problèmes du même genre que celle que je viens de vous décrire. Il y a cette fameuse clôture infinie, enfin, elle mesure 24 000, et elle se développe comme ça à travers tout le paysage en Californie, et elle aboutit à la mer. Et les différents méandres de cette clôture dépendent finalement des permissions ou au contraire des interdictions des propriétaires des terrains de laisser passer cette clôture qui mesure 18 pieds d'eau et qui est donc fait en tissu comme ça. Alors, il y a certains qui s'objectaient, d'autres qui acceptaient au contraire. Et alors, Christo était obligé comme ça de se promener d'un terrain à l'autre. Hein?
Il a fait aussi une œuvre qui consiste à placer dans des parcs, sur les allées du parc, des tissus comme ça qui sont déposés un peu partout. Il en a fait une autre aussi qui consiste à entourer des îles. En fait, c'est près de Miami, donc en Floride. Et là, vous avez des petites îles qui sont situées, enfin, dans la rivière qui passe là. Et le rose que vous voyez autour, en somme, c'est encore des immenses tissus de plastique qui entourent comme ça les îles, puis qui leur donnent, en fait, comme une forme plus grande, en fait, qui est une œuvre tout à fait étonnante de Christo. Vous connaissez peut-être aussi son œuvre qu'il avait fait à Paris, où il avait osé entourer de tissus comme ça un pont célèbre de Paris, qui passe au-dessus de la Seine. Alors, toutes ces interventions, enfin, au fond, modifient beaucoup, je dirais, l'image spontanée qu'on a de l'artiste. L'artiste, cette image romantique qu'on s'est fait de quelqu'un qui travaille au fond dans la solitude, là au contraire, vous avez quelqu'un qui travaille vraiment avec toute sa société, avec toutes sortes de problèmes, financement, écologique, politique, etc. Enfin, Christo ne conçoit pas ensemble une œuvre qui soit séparée complètement de son environnement social, de son environnement humain. Hein. Donc, on est allé finalement de gens qui mettent en question les paramètres de l'œuvre d'art, et là, on arrive à quelqu'un qui met en question un peu l'image spontanée qu'on se fait de l'artiste. Alors, nous arrivons donc avec cette émission au bout de nos peines. Ce que j'ai essayé de vous montrer, justement, c'est qu'à travers tout le développement de l'art moderne, enfin, depuis, disons, Manet jusqu'à nos jours, on a vu, en fait, ces prises de conscience de plus en plus aiguës de la nature même de l'œuvre d'art, même dans ces dernières œuvres, vous voyez, ça revenait encore, en fait, ces questions d'échelle, de dimension, et en même temps, enfin, avec un peu les apories ou les difficultés que ces approches ont posées, et comment, en fait, de nos jours, on a dépassé un peu cette période moderniste, enfin, on parle de postmodernisme maintenant, et que les œuvres actuelles, enfin, éclatent un peu dans toutes les directions, mettent en question souvent des vieux paramètres, enfin, de l'œuvre d'art. Alors, j'espère que cette série a su vous plaire et vous renseigner, enfin, et surtout vous convaincre, finalement, que l'art moderne, après tout, ça a de l'intérêt, ça correspond à notre temps, ça correspond à notre société, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'y ouvre pas et qu'on ne s'y intéresse pas.